Yes. Allô? Bon, bienvenue à la session HTTP2 à 2, c'est mieux. Merci d'être venu en si grand nombre. En fait, vous me faites peur. Pratiquez-vous aussi pour l'accent. On se pratique pour bien comprendre. Non, je ne parle pas anglais. Je parle français. Je suis monté ici et les deux personnes m'ont parlé en anglais. Ça me rend fou. Alors, je m'appelle Jean-François Arcan, je travaille du Québec. Depuis janvier, je travaille pour une nouvelle petite boîte qui s'appelle une start-up, pour que vous compreniez, je vais utiliser le plus de mots anglais, qui s'appelle You'll-Play. Ce qu'on fait, c'est du React.js avec Atmosphère, évidemment du HTTP2 et on utilise Netty. Je vais en glisser quelques mots. En fait, c'est la première fois que je parle de HTTP2. Vous avez le temps de sortir si ça vous fait peur. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de partager l'expérience qu'on a eue depuis le début, donner un peu une introduction qu'est-ce que c'est HTTP2. Et ceux que ça intéresse, si vous aimez les sports, en septembre 2015, notre jeu va sortir. Donc, ça va être en vente partout. Qu'est-ce que j'ai fait avant? Je suis le lead du Atmosphère Framework. Pourquoi j'en parle? Parce que Atmosphère va faire du HTTP2 prochainement aussi. Donc, qu'est-ce que c'est si vous ne le connaissez pas, c'est quand même un framework qui est assez populaire, qui actuellement utilise les WebSockets. Pourquoi je tiens à en parler? C'est qu'avec le WebSocket, on était capable de faire du HTTP2, c'est-à-dire être capable de faire plusieurs requêtes dispersées. Ça, c'est des statistiques que j'ai prises aujourd'hui, donc il faut bien que je vende ma salade un peu. Donc, ça, c'est Atmosphère. Tout à l'heure, il y avait beaucoup de monde qui l'utilisait. À chaque fois que quelqu'un démarre Atmosphère dans le monde, on peut voir qui l'utilise. Le framework, encore une fois, est open source. J'étais ici l'an passé pour en parler. L'adoption est phénoménale depuis 2 ans, c'est fou. Pas beaucoup de clients français, vous êtes frileux, mais bon. Et donc, c'est ça. Donc, on va migrer le framework en HTTP2 prochainement. J'ai travaillé aussi c'est moi qui ai créé le framework Grizzly, Async HTTP Client et Swagger Socket. Alors, je suis curieux, qui connaît HTTP2 ou a utilisé HTTP2 ou Speedy dans la salle? Ah, quand même. Je fasse attention à ce que je vais dire. Alors, c'est quoi notre pire ennemi sur le web actuellement? Est-ce que c'est AI6? Malheureusement, il y en a encore des AI6, mais bon, ça va mieux. Est-ce que c'est l'explosion, principalement des Internet of Things ou des devices, pour que vous compreniez le mot? Surtout, bon, ici, c'est un dessin que j'ai pris, puis c'est la fragmentation d'Android. C'est assez impressionnant. Donc, tout ce beau monde-là utilise parfois des différents browsers ou le temps de réponse. Donc, évidemment, c'est le temps de réponse. Plus le temps de réponse est long et plus le latency. En fait, j'aurais aimé traduire le mot, mais latency, je pense que vous comprenez. D'ailleurs, vous devez utiliser latency, je suis certain ici. Donc, plus la latency est grande, plus le chargement est lent. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que même maintenant, avec HTTP, quand même qu'on a le super câble, la super ligne DSL, ADSL, satellite, n'importe lequel, le temps de chargement est toujours plus lent, dépendamment basé sur la latency. Pourquoi? On a beaucoup de avec le protocole HTTP, comme vous savez, on envoie une requête et on attend la réponse. Et c'est de plus en plus effrayant le nombre de headers qu'on envoie au serveur. Donc ça, c'est des bytes de plus qu'on envoie sur la connexion. Et donc c'est un des problèmes de HTTP 1, parce que quand vous envoyez, par exemple, si vous envoyez une requête
pour un fichier HTML, pour une page HTML. Le serveur vous la renvoie. Le browser s'aperçoit qu'il y a 50 fichiers JavaScript à télécharger, donc il renvoie les headers encore une fois au serveur 50 fois finalement. Donc, on a trouvé des techniques, je vais parler des techniques plus tard, mais ça reste quand même que c'est très lourd au niveau des bytes. Il y a beaucoup, comme je dis, il y a beaucoup de duplicata. Et donc, je pense qu'on est tous d'accord que HTTP, qui majoritairement tourne sur TCP, pourrait être amélioré pour mieux utiliser la couche TCP. Évidemment, il existe plein de solutions hackées. Je vais en présenter quelques-unes ici que, en fait, la majorité des gens qui font du web le font. On a été capable de le faire fonctionner. On est tous d'accord que le web fonctionne très bien actuellement, sauf que quand on est un développeur, on s'arrache la tête. Bon, par exemple, il y a quelques années, le browser était capable d'ouvrir 2 connexions sur le même serveur. Maintenant, ça a augmenté. Certains en font 4. Ce matin, quelqu'un présentait disait qu'AI 11 en ouvrait 12. C'est pas surprenant. Et donc, ça, on était capable avec ça d'améliorer la performance en utilisant plusieurs connexions. Mais ce qu'on a fait avec ça après, c'est que vu qu'on avait une limite de 2 connexions par host ou par serveur, on a séparé nos ressources en plusieurs serveurs. Donc, on était capable d'ouvrir plusieurs connexions, disons une vingtaine, mais en utilisant 10 serveurs. C'est clair que, encore une fois, on utilise des recettes, on utilise des recettes pour faire fonctionner HTTP 1.1 actuellement, c'est-à-dire qu'on réduit le nombre de requêtes, on essaie de faire de faire de l'agrégation, de mettre le plus possible d'informations dans une seule page. Par exemple, pensez juste aux fichiers CSS et JavaScript. On prend tous nos petits CSS, tous nos petits JavaScript, puis on crée un fichier monstre avec ça. Qui fait du développement JavaScript? Mais vous avez tous joué avec ça. Vous avez tous fait ce truc-là. Actuellement, le développement JavaScript, ce n'est que ça. C'est que vous avez plein de petits fichiers JavaScript, vous utilisez Bower ou un outil qui vous permet de faire un gros fichier monstre. Le problème avec ça, c'est souvent qu'on en a plus à télécharger et à parser. Et aussi, ce qui arrive, c'est que s'il y a un de nos fichiers qui change, notre fichier, par exemple, JavaScript devient obsolète et donc il faut le relire au complet depuis le début. Qu'est-ce qu'on fait aussi avec les sprites? Actuellement, si on veut lire un sprite, on télécharge la page au complet, puis on va aller lire que le sprite qu'on a besoin, parce que c'est comme la limitation de HTTP 1.1. Donc, on réussit à faire, mais comme on dirait en bon québécois, à coup de tabarnak. Et on ne dit pas tabernacle, on dit tabarnak. Donc, quand vous voulez parler en québécois, utilisez les bons mots. Donc, évidemment, il existe des super outils. À mon avis, GORP, c'est celui qui est le plus utilisé, qui, encore une fois, vous permettent de mieux travailler, de mieux développer avec JavaScript, avec CSS. Justement, GORP, ça vous permet d'automatiser puis de faire que on fait une grosse concaténation du fichier JavaScript. Ces outils-là sont là pour rester avec HTTP 2, mais on pourrait peut-être faire mieux. On est tous capables actuellement de faire du HTTP 1.1, mais on aimerait ça être capable de le rendre plus facile. Donc, voici on va parler maintenant de HTTP 2. C'est fortement inspiré de Speedy, qui a été initialement créé par Google. Et après ça, un groupe de IETF a été créé. Le lead, c'est Mark Nottingham. Et dernièrement, la dernière discussion qu'il y a eu, c'était en novembre à Honolulu. Et donc, tout ce beau monde-là a réussi à s'entendre. Et donc, en février, l'aspect HTTP2 a été proposé comme final. Et donc, actuellement, l'implantation avait déjà commencé, mais l'aspect en tant que tel, elle ne changera pas pour l'instant.
Le but de HTTP, de la nouvelle spec, évidemment, c'est en fait, c'est qu'on voulait rien changer parce que comme on voulait pas redéfinir un nouveau protocole complètement, c'est-à-dire pour l'être humain en général, c'est-à-dire on veut encore utiliser HTTP, HTTPS. Pour le commun des mortels qui l'utilisent, on voulait pas que ça soit quelque chose de complètement nouveau. Peut-être qu'on a aussi appris par nos erreurs parce que puis je vais en parler plus tard, mais il y a l'aspect des WebSockets aussi qui est sorti il y a quelques années et qui fait un peu ce que HTTP2 ou permettait de faire un peu du HTTP en mieux. Mais par contre, juste comment invoquer un WebSocket, on utilisait WS : // pour le commun des mortels, ça ne veut rien dire. Donc, vraiment, c'est juste les développeurs qui vont comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc ça n'a pas vraiment été une bonne chose. Et donc, pour HTTP, encore une fois, je vais vous donner des statistiques plus tard, mais si vous actuellement, sûrement que si vous utilisez Chrome ou Firefox, vous allez sur des sites, vous ne le savez même pas, et en dessous, c'est HTTP2 qui est utilisé. Évidemment, un des buts premiers, c'est que les pages chargées, ça soit plus rapide. Et aussi que le chargement soit plus poli, c'est-à-dire que souvent, on va sur un site et bon, les images apparaissent une à la fois. Il y a tout plein de stratégies pour savoir quelle image va s'afficher avant quelle image. Avec HTTP2, spécialement le push, cette situation-là devrait changer ou devrait être beaucoup de s'améliorer. Alors, qu'est-ce qui se passait avant ou qu'est-ce qui se passe actuellement avec HTTP 1.1 Keep Alive? C'est qu'à chaque fois que vous faites une requête, vous attendez après la réponse. Donc, vous ne pouvez pas faire par défaut, disons en utilisant Chrome ou Firefox. C'est drôle, je ne dis jamais Internet Explorer, c'est comme une horreur de prononcer le mot. Vous faites une requête et vous attendez la réponse. Vous ne pouvez pas faire 2 requêtes et recevoir des réponses asynchrones. Et donc, ça bloque. Bon, OK, il y a le pipelining qui est une spec aussi qui a été définie. Ça fait plusieurs années. À ma connaissance, vous pouvez me contredire, mais je pense qu'il y a juste Firefox qui l'a implanté. Et par défaut, c'était pas enablé par défaut. C'est mon anglais. Le problème avec le pipelining, c'est que si vous envoyez 2 requêtes, s'il y en a une qui bloque, l'autre débloquée aussi. Donc, on a fait un pas dans la bonne direction, c'est-à-dire qu'on envoie des requêtes, 2 requêtes, mais on a le même problème. S'il y en a une qui bloque, elle bloque tout le monde. On a fait aussi les WebSockets. On a étiré la sauce à son maximum. C'est-à-dire qu'actuellement, vous faites du HTTP1, vous pouvez faire un upgrade avec une WebSocket. Et par-dessus le WebSocket, on appelle ça un WebSocket Subprotocol, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc, il y a des petits génies qui ont développé des protocoles par-dessus les WebSockets qui font exactement ce que fait HTTP2 actuellement. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer des requêtes et recevoir des réponses asynchrones. Mais on s'entend-tu que c'est poussé un peu à la limite? Donc, encore une fois, on y est arrivé à faire pas mal ce qu'on voulait, mais on a travaillé fort pour le faire. Donc, qu'est-ce que c'est HTTP2? Il n'y a pas vraiment, c'est pas si compliqué que ça. Vraiment, c'est, bon, la base, c'est le multiplexing stream. C'est-à-dire que ce qu'on veut faire, c'est, on veut ouvrir une seule connexion. Je serais bien surpris, bon, en tout cas, on va voir avec, selon l'adoption, le nombre de connexions qui va être utilisé. Mais actuellement, l'idée de base, c'est que le browser va ouvrir une connexion au serveur et à partir de là, va envoyer plusieurs requêtes sur la même connexion. Ces requêtes-là peuvent être asynchrones, c'est-à-dire que vous envoyez requête 1, requête 2, requête 3 et vous n'avez pas à attendre la réponse. Donc, le serveur et le browser vont être capables de assembler, de réattacher un peu, cette réponse-là va avec cette requête-là, etc.
bon, en tant que développeur, indiquer les priorités. Donc, certaines requêtes vont pouvoir être traitées par le serveur de façon prioritaire. C'est intéressant ici parce que l'aspect dit should et ne dit pas must. Donc, ce que ça veut dire, c'est que j'ai une acétate là-dessus plus loin, une slide, pardon. C'est que le serveur peut le browser peut envoyer une requête en disant c'est ultra prioritaire, envoie-moi ma photo de yogourt, et le serveur de dire ah non, non, c'est pas assez prioritaire, je la traite pas en priorité. Donc, il peut arriver des choses comme ça. Ça va être intéressant de voir comment ça va fonctionner, l'interopérabilité serveur-client. Comme c'est tout nouveau, il n'y a pas vraiment de données qui sont disponibles actuellement sur le sujet. Et donc, comme je disais, le multiplexing, on a une connexion, on envoie plusieurs requêtes. Ça peut être dans n'importe quel ordre. Et c'est très semblable. Et ce qu'on appelle, on appelle ça le framing. C'est binaire. Donc, pour les développeurs qui aiment utiliser Wireshark ou ngrep, c'est plus compliqué, c'est plus aussi facile à débugger, disons, entre le client et le serveur, parce que là, maintenant, ça va être binaire, ce qui passe entre les deux. Donc, il va falloir le décoder. Bon, priorisation des requêtes. La réponse n'est pas nécessairement dans l'ordre. Puis c'est ça, les requêtes sont mélangées, désordonnées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de mise en attente, il n'y a pas de queuing au niveau du serveur. Parce que là, quand vous envoyez votre requête, disons, la deuxième requête n'a pas à attendre avant que la première requête soit résolue avant d'être processée. Bon, comment ça fonctionne? C'est ça. On appelle ça des streams. Et donc, ils peuvent être désordonnés, ils peuvent être envoyés à tout moment par le client et par le serveur. Ça suit un peu le même mode que les WebSockets, c'est-à-dire qu'on a un HTTP status code de 101, qui est à dire que c'est un upgrade. Donc, on fait un upgrade sur la connexion et une fois que l'upgrade est accepté des deux côtés, eh bien, on peut envoyer ce qu'on veut, et le client et le serveur. Par exemple, pour HTTP 1.1, c'était le browser qui décidait des priorités. Comme je disais, pour 2.0, le browser va proposer des priorités, mais le serveur peut en décider autrement. Donc, ça va être très intéressant de voir, surtout très agréable de tester. Vous testez sur un serveur et si l'autre serveur ne réagit pas de la même façon, j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. Une nouveauté qui est intéressante, c'est la compression de header cette fois-ci, parce que, si je reviens, comme maintenant on a un frame, le stream 3 ici, qui est uniquement des headers, on est capable de les compresser maintenant. On va être capable de les compresser. L'aspect de compression n'est pas dans l'aspect HTTP2, c'est une spec à part, mais ça va être fortement conseillé de l'utiliser et de l'appliquer. Et donc, ça va prendre beaucoup moins de bytes sur le network. Et donc, vous allez être capable d'envoyer beaucoup plus de headers, ou en tout cas d'une façon plus efficace, qui à chaque fois, parce que ça prend de la place. Donc, par exemple, ici, avec HTTP.1, on avait 525 bytes si on allait sur le site etsy.com. Bon, le serveur s'aperçoit qu'il a besoin de certains JavaScript. On en rajoute encore, parce qu'à chaque fois qu'on fait une requête, on reçoit une réponse, on va chercher, on fait la requête pour la page HTTP, on reçoit la réponse, on va chercher le JavaScript, un JavaScript, deux JavaScript, trois JavaScript. Donc finalement, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a fait 4 requêtes, on a 2596 bytes au total, au mieux 3 paquets, donc un HTML puis 2 plus pour les scripts. Donc, c'est quand même beaucoup de bytes redondantes. Et donc, HTTP2, à ce niveau-là, va complètement réparer ce problème-là. Aussi, il y a beaucoup de headers qui sont très semblables. Donc, on va être capable de réutiliser. Quand on va envoyer des requêtes à chaque requête qu'on va envoyer au serveur, on va être capable de réutiliser les mêmes. Le serveur va être capable d'inférer
que cette requête-là, vous n'avez pas besoin vous n'aurez pas besoin de mettre à chaque fois les headers, à chaque fois que vous envoyez une requête. Et donc, vous allez sauver en byte aussi. Et parce que habituellement, le browser, les cookies, les référeurs, le user agent pour le même serveur, c'est le même, ça ne change pas. Si vous faites une requête au même serveur, vous ne changez pas ça habituellement. Bon, les cookies, peut-être que ça change, mais le user agent, si vous utilisez Firefox ou Chrome, il ne changera jamais. La nouveauté, c'est que, encore une fois, dans l'aspect, c'est écrit should, pas must. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que maintenant, pour HTTP2, tout va être encrypté. Donc, par défaut, on va utiliser HTTPS. Bon, pourquoi? Je vous laisse deviner pourquoi. Ça n'a sûrement pas dû aider cette histoire. Et donc, on passe en encrypté avec Chrome et Mozilla. Quel problème on va avoir? Deux problèmes majeurs. Si moi j'étais un opérateur de téléphone, quand je vois ça, je pleure. Si on est encrypté, qu'est-ce qu'on fait avec un proxy? Alors, parce qu'une fois qu'on est encrypté, le proxy, lui, il ne peut plus aller voir ce qu'on fait, donc il ne peut plus optimiser la connexion. Et donc, si vous avez, encore une fois, si vous avez suivi ce qui s'est passé quand la spec HTTP2 a été définie, justement à Honolulu, il y avait vraiment une guerre. Il y a eu des propositions qui ont été faites, par exemple, par les grosses entreprises comme Telefonica, Orange. Eux, c'est certains qui tremblent dans leur culotte parce que, soudainement, ils sont plus capables de voir ce que vous faites. C'est pas nécessairement. Bon, faut pas être trop négatif, faut pas voir que c'est méchant, mais c'est quand même un problème pour eux parce que ça va leur coûter beaucoup plus parce qu'ils seront plus capables de voir ce que vous faites. Bon, si vous avez des enfants pour le contrôle les contrôles parentaux, c'est parentaux ou parental finalement? Bon, parentaux, vous ne pouvez plus rien faire parce que c'est encrypté aussi. Le caching, c'est vraiment le problème parce que habituellement, le caching se fait basé sur si on est capable d'aller voir où vous allez, puis rapprocher un peu le contenu de où vous êtes. Donc, par exemple, si vous êtes des grands utilisateurs de Netflix, puis vous passez par le réseau Orange, je ne suis pas certain qu'ils vont être contents de faire un peu. Ils vont juste faire le tuyau entre vous et Netflix qui est situé à Seattle. Donc, évidemment, ils vont trouver des solutions, mais encore une fois, ça va coûter très cher. Mais au moins, on est encrypté, donc on ne peut plus se faire espionner. OK, donc, avec HTTP 1.1, on faisait du pull, c'est-à-dire on demandait les ressources au serveur. Bon, par exemple, le cas classique que je vais vous montrer, c'est vous demandez une page HTML, vous vous apercevez en tant que browser qu'il y a 50 fichiers JavaScript à télécharger, vous allez chercher les fichiers, vous demandez un par un les fichiers JavaScript. Mais bon, pourquoi pas, on ferait du push à la place. Pour ceux qui ont fait du WebSocket ou du HTTP long polling, c'est exactement ce que ça faisait. Par exemple, mon framework Atmosphere, c'est ça, c'est vraiment un framework pour faire du push. C'est-à-dire que c'est quoi la différence entre pull et push au niveau serveur? C'est que vous avez votre serveur qui peut décider à tout moment de vous envoyer de l'information. Donc, le client, le browser, n'a pas besoin de demander au serveur une ressource. Donc, par exemple, c'est clair que si vous demandez le cas classique actuellement, c'est vous allez demander la page HTML. Le serveur va s'apercevoir que vous avez besoin de tel CSS, tel JavaScript, et donc va vous les pusher au lieu que vous voulez demander. Donc, le temps de chargement va être beaucoup plus rapide. Bon, parce qu'actuellement, comment ça fonctionne? Vous envoyez une requête, le serveur crée la page,
il vous renvoie la page et vous envoyez, bon, encore une fois, les requêtes pour les autres ressources. Bon, pendant ce temps-là, c'est de l'attente, on ne fait rien. Et donc, ce qu'on pourrait faire, c'est envoyer, si on sait qu'on a besoin de tel fichier statique ou telle ressource, on pourrait les envoyer directement. Bon, ça c'est intéressant parce que dans ce cas-ci, encore une fois, la spec va permettre que le serveur, que le browser refuse un push. Donc, qu'est-ce que ça va donner pour débugger? Ça va être intéressant. J'ai utilisé HTTP2. J'ai jamais vu, disons, j'ai travaillé beaucoup avec Firefox. J'ai jamais vu Firefox refuser un push. Mais j'imagine que quand ils vont permettre un API, peut-être que chaque application va être capable de décider de refuser ou pas. Mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a refusé? C'est une bonne question. Alors, qui utilise ou qui a implanté HTTP2 actuellement? Voici la liste. C'est encore très nouveau. Bon, il n'y a rien encore pour Apache, il n'y a rien encore pour Nginx. Ici, je ne l'ai pas mis. Pour ceux qui utilisent Tomcat, il y a eu un petit mouvement dernièrement dans Tomcat, mais sinon, vraiment, Undertow, Jetty et Netty sont ceux qui implémentent le protocole. Je dirais que Jetty sont toujours en avance. Craig Wilkins était très actif sur le IETF HTTP2. Donc, si vous voulez le tester, vous avez le choix. Les statistiques de Mozilla. Bon, Firefox avait 9% de HTTP2 utilisés. Il y avait 9% qui venaient voyons, HTTP2 était utilisé avec Firefox. Bon, c'est intéressant ici. Il y a 9 fois plus d'usagers de HTTP2 que HTTP 1.0. Google, encore une fois, c'est 5%, mais c'est des données très primaires. Mais donc, on voit que tranquillement, pas vite, il y a une certaine adoption. Mais bon, si vous vous fiez à l'adoption de IPv6, le spec était là depuis 20 ans, puis il n'y a pas plus d'adoption. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui va arriver avec HTTP2. Encore une fois, tous les serveurs qui sont là actuellement, j'imagine que ça va prendre une éternité avant que tout le monde dans la salle, dans toutes vos boîtes, vous ayez des serveurs HTTP2, que vous utilisez des serveurs HTTP2. OK, donc, maintenant, en Java, comment ça se passe? On a l'aspect Servlet 4 qui a commencé à travailler sur le HTTP2. Moi, ça me fait mourir un peu. C'est quand que ça a été inventé, les servlets, genre en 95 ou je ne sais pas quelle année. Donc, là, maintenant, on veut rajouter du HTTP2 aux servlets. Ça me rend un peu malade parce que je pense que ça aurait été mieux d'avoir un API complètement différent des servlets. Les servlets, c'est bloquant à la base. Bon, servlet 3.1, 3.0, 3.1, on a ajouté un peu un semblant de asynchrone, mais ça reste que votre API, l'API a été designé pour être bloquante. Donc, je ne suis pas très preneur de servlet 4.0, mais bon, si la communauté le décide et veut ça, tant mieux. Donc, 4.0, ça s'en vient. Et actuellement, comme je disais, il y a Jetty, Undertow. Undertow, pour ceux qui ne savent pas, c'est le moteur web de JBoss qui fonctionne très bien. Hein? Et il y a toujours Netty qui est très populaire aussi. Bon, Servlet 4.0, encore une fois, qui utilise Servlet 3.1 actuellement? OK, 3, 2.5. Quand même, il y a pas mal de monde encore à 2.5. Donc, avant que Servlet 4 soit disponible, ça va être long. Bon, donc, si vous voulez faire du HTTP 2, il va falloir attendre que l'aspect soit défini. Donc,
c'est pour ça aussi que je suis un peu contre ça. C'est que ça va prendre tellement de temps qu'encore une fois, dans le monde Java, on va être en retard, par exemple, sur les Node.js de ce monde ou les autres frameworks, parce que c'est long. Donc, c'est quoi votre solution? Votre solution, c'est... avant de dire ça, votre solution actuellement, c'est de vous prendre un des serveurs qui est là et de rester avec et éventuellement de migrer au Servlet 4 quand ça viendra. Par contre, quand vient le temps de migrer, ça c'est une expérience que j'ai avec Atmosphere, le framework Atmosphere. Donc, dans Atmosphere, comment ça a commencé pour le support WebSocket, c'est qu'Atmosphere, c'était une couche par-dessus les différentes implantations des WebSockets dans les serveurs. Et éventuellement, le JSR 356 est sorti, donc ce qui était le standard en Java pour faire des WebSockets. Actuellement, je dirais que 75 de mes clients utilisent la vieille version, c'est-à-dire la version native des WebSockets parce qu'elle est plus performante et elle est plus stable. Parce que ça ne peut pas faire autrement. Actuellement, si vous commencez à utiliser Undertow, le HTTP2, l'API, dans 2 ans, elle va être aussi stable. Elle va s'améliorer. Tandis que quand ils vont implanter les servlettes 4.0, ben, il y a un risque qu'il y ait des erreurs qui s'ajoutent. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis des bugs avec Servlet 4.0. Bon, le problème ici qu'on a, c'est que c'est natif. Donc, si vous partez avec Jetty, ben, vous êtes pogné avec Netty pour 4-5 ans. À moins de réécrire tout ce que vous avez une fois que Servlet 4 sera là ou que si vous migrez à quelque chose d'autre. Bon, il va y avoir des solutions. Je n'ai pas fait une montée de lait pour le plaisir. Et évidemment, je vais vendre la sauce. Dans Atmosphere, le but, encore une fois, ça va être de vous donner une couche générique qui va permettre de faire du HTTP2 indépendamment de ce qui se passe en dessous. Donc, par exemple, vous allez pouvoir faire du push et Atmosphere, lui, va s'occuper d'implanter les bidules natifs en dessous et même Servlet 4.0. Donc, c'est peut-être une solution à court terme, mais encore une fois, je leur ai dit, parce que je trouve ça dommage qu'en Java, on ne soit pas capable de faire une spec, d'avoir une spec, un JSR uniquement sur HTTP2. Je le sais ça va éventuellement l'avoir dans la JDK 9, mais là, on va avoir une API pour faire du JDK 9, du HTTP2 en JDK 9 et une API pour la Servlet 4.0. Donc, 2 API, encore une fois, en Java, alors qu'on aurait pu en avoir une seule qui s'applique et au servlet et si vous utilisez SI directement. Donc, HTTP2, c'est vraiment une victoire. Bon, ça, c'est une victoire en 98. C'est pas passé grand-chose depuis ce temps-là. Donc, en passant, donc, pour l'instant, ça semble très positif. Moi, ce qui m'enchante le plus, c'est vraiment le multiplexing, le fait là, qu'on va être capable d'envoyer plusieurs requêtes et que ce soit asynchrone. Que ce soit aussi, deuxième chose, c'est que ce soit quand même c'est de très haut niveau. Pour les développeurs, disons pour la majorité des développeurs, on n'aura pas à aller jouer dans le framing, puis l'apprendre, ce ne sera pas nécessairement mauvais, mais comme par exemple pour faire le design de notre jeu, j'ai pas eu à aller voir tel frame, la longueur du frame, ou l'ordre des streams, comment ça se passe. Donc, c'est bien implanté, les stratégies sont bonnes. Donc, c'est vraiment un pas dans la bonne direction. Donc, je pense que j'ai parlé trop vite parce qu'il reste 15 minutes pour les questions. Oui? Non, mais ça va être beaucoup fait par le push.
d'envoyer justement le server push, d'envoyer plus de ressources qui est demandé. Et c'est ça la complexité, ça va être ça la complexité pour les frameworks, c'est d'exposer cette fonctionnalité-là. Parce que par exemple, on sait que si la page demande un HTML, on doit renvoyer toutes les JavaScript et les ressources avec. Est-ce qu'on le fait par défaut? C'est-à-dire que c'est le serveur qui prend en charge cette partie-là, ou on publie une API, comme font Undertow et Jetty actuellement, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas par défaut, on laisse quand même le choix à l'API, à l'application de le faire. Moi, à mon avis, par exemple, pour le cas des CSS, je le ferais par défaut, parce que c'est prouvé que la performance est meilleure. Mais bon, pourquoi on le fait comme ça actuellement, j'ai aucune idée. Et donc, oui, ça va changer beaucoup. En fait, ça va dépendre de ce que le serveur va exposer au framework. Oui? Non, actuellement, le but, c'est que ça fonctionne avec un proxy, mais à mon avis, ça va prendre encore. Il va falloir que les proxys soient mis à jour pour le protocole HTTP2 pour laisser la connexion ouverte. Si vous attrapez un proxy qui supporte le protocole HTTP1, mais en fait, ça va être le même problème qu'en WebSocket. Il va falloir faire semblant d'envoyer de l'information sur la connexion, c'est-à-dire du padding, un espace ou de la junk pour que le proxy pense qu'il y a un trafic sur la connexion. Oui? Ben, je pense qu'ils sont rendus à Speedy 3. Là, je ne suis pas certain de ce que je dis. Donc, l'aspect continue. J'ai l'impression qu'ils vont être développés en parallèle, mais que Speedy 3 va toujours influencer HTTP2. Mais ça, je ne suis pas certain de ce que je dis. Peut-être que quelqu'un sait plus que moi. Ils ont abandonné complètement? Qu'elle n'allait pas le supporter. Oui, mais je pensais que ça continuait quand même. Oui, ça c'est. Si vous voulez regarder quelque chose, en fait, j'ai oublié d'en parler, il y a un outil qui est sorti dernièrement qui s'appelle G pour Google, RPC, qui offre, c'est une librairie, c'est disponible sur GitHub. C'est très intéressant parce que c'est tout en HTTP2. C'est fourni par Google et vous avez des clients Python, Java, je pense même JavaScript, qui vous permettent de faire du HTTP2. Puis vous avez le côté serveur aussi, qui utilise Netty. Donc, c'est une belle application si vous voulez vous familiariser avec ça. Oui. Ben, j'ai pas vu j'ai pas vu de discussion à propos de ça, mais en passant, le serveur push a aussi une spec spéciale juste pour eux. Et donc, j'imagine qu'ils vont définir des règles aussi, mais il n'est pas final, celui-là. Donc, oui, effectivement, si on l'a dans le cache, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai rien lu à ce sujet-là. Oui? Ben, les WebSockets sont morts, vive les WebSockets. Il y a certains fous qui redéfinissent les WebSockets actuellement par-dessus HTTP2. Donc, parce que l'idée avec les WebSockets, c'est qu'on peut faire des sous-protocoles. Ce qu'on n'est pas encore capable de faire avec HTTP2, en fait, on est capable de le faire, mais avec les WebSockets, comme on est libre d'envoyer n'importe quoi, mais ça se définit, mais moi, j'y crois pas. Je crois pas que ça commence à faire là, un par-dessus l'autre.
Ah ouais, bon point. C'est ça, c'est qu'au niveau WebSocket, il y a une API client qui est disponible, tandis que actuellement, au niveau client, dans le browser, il n'y a pas d'API spécifique HTTP2. Oui? Ouais. Ouais, c'est ça que je parlais avant. OK. Ouais. Ouais, c'est très intéressant, c'est ça, parce qu'il y a un ensemble de clients et de trucs serveurs. Et Google dit qu'ils l'utilisent partout pour faire leur RPC. Donc ben, ça utilise Netty actuellement, côté serveur. Oui. Oui, mais à mon avis, c'est ça qui manque actuellement, c'est de comment ça va fonctionner. C'est-à-dire que si on l'a dans le local storage, disons, on a notre ressource, qu'est-ce qu'on fait quand le serveur nous renvoie la même ressource? Donc ça, actuellement, il n'y a pas de ligne directrice ou d'explication comment ça va fonctionner. Oui. Firefox, c'est je vais me tromper, là, mais c'est 35 et plus, je pense. Oui, c'est récent. Puis ça va être sûrement dans Internet Explorer 59 que ça va marcher. Non, pas encore. Ouais. Ben merci.